On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit un Joannais d'origine, Brian Tyler, qui a fait La Voix en 2013, un spécialiste du blues, et il nous prépare un spectacle sur cette thématique. Mais d'abord, elle est directrice générale de la Fondation Santé où Richelieu-Rouville, et la Fondation vient de recevoir 2 dons très importants pour la santé mentale. La Fondation Santé où Richelieu-Rouville démarre son année 2022 sur les chapeaux de roue avec, entre autres, son projet Bâtir ensemble, la santé mentale. Mais il y a eu 2 dons significatifs de la part d'entreprises de la région, famille Baillargeon, avec un 150 000 de même que Mobican, Meuble Mobican, qui a offert un 50 000 Bref, ça démarre bien l'année et ça nous permet de mettre en relief aussi ce projet Bâtir ensemble. On en discute avec la directrice générale de la Fondation, Julie Coupal. Bonjour et bienvenue. Bonjour Éric, merci. C'est un projet échelonné sur 5 ans. Exact. Donc, dans le cas de certaines entreprises, ils étalent également leurs dons sur une certaine période d'année. Bref, quel est le canevas même de ce projet qu'on appelle Bâtir ensemble? On s'est engagé à financer ce projet-là en 2020, donc juste avant la pandémie. Ça faisait quelques années que l'équipe de santé mentale voulait refaire le 4e étage. Ils ont travaillé avec le CIS pour essayer d'avoir le financement pour une partie. Ils ont travaillé de concert avec la Fondation. Le CIS se dit, OK, si la Fondation embarque, on y va parce que c'est majeur. C'est un projet de 6 millions de dollars. Fait que ça consiste à refaire complètement l'unité de psychiatrie à l'hôpital du Haut-Richelieu. Et c'est pas une mince affaire de refaire l'unité tout en maintenant les soins. Donc, c'est tout un phasage aussi. Nous, on finance le projet durant 5 ans et le projet va se faire à peu près sur une période de 3 ans de construction. Ouais. Puis la dernière année, c'était comme sur 4 ans pour les plans et devis, tout ça. Mais c'est quand même assez un casse-tête au niveau du phasage puis de comment est-ce qu'on va s'organiser pour qu'il n'y ait pas d'impact sur les patients qui sont soignés, qu'il n'y ait pas une diminution des chambres disponibles. Puis bon, on voit un peu la complexité de la chose, mais ça va se réaliser. Les travaux vont commencer cet été. Donc, on a très hâte. Mais c'est un projet qui est majeur, tant pour le CIS, c'est un projet de 6 millions. Ouais. Nous, on s'est engagé à donner 2,5 millions sur le projet. Donc, ça fait beaucoup d'argent à aller chercher, d'autant plus que nous, on ne veut pas diminuer nos investissements dans les autres secteurs. Au contraire, on les augmente. Ça va bien à la Fondation depuis les 2 dernières années. On vient tout juste de prendre nos engagements pour l'année. Peut-être qu'on pourrait en reparler, mais cette année, c'est 1,3, presque 1,4 million qu'on va investir dans nos soins de santé locaux. Donc, on s'est dit, il faut absolument, pour réaliser ce projet-là, mettre en branle une campagne, mais pas une campagne majeure comme on a vu par le passé, mais plus une campagne de financement pour ce projet majeur-là spécifiquement. C'est souvent une campagne majeure, on met tous les projets ensemble et on dit on a besoin de 10 millions. Là, non. Là, on a besoin de 2,5 millions pour ce projet-là. Donc, on approche les entreprises. On a dédié certaines de nos activités de financement au projet, dont le golf l'année dernière, la campagne Lumière d'hiver. Mais les dons d'entreprise, puis oui, là, vous avez nommé 2 dons très importants qu'on a eus dernièrement. Des dons majeurs, ça nous aide. Ça fait un pas de géant dans l'atteinte de l'objectif, mais évidemment, tous les dons, peu importe la grosseur. Exactement. Et dans une campagne majeure comme ça, une grande majorité doivent contribuer à la hauteur de leurs moyens pour qu'on puisse y arriver. Projet, donc, de 6 millions de dollars, dont la Fondation contribue à raison de 2,5 millions. Pour celles et ceux qui ont déjà eu peut-être à visiter le 4e étage de l'hôpital, ça date de l'époque de la construction initiale en 71. Il y a eu quelques travaux quand même qui ont été faits au fil du temps, mais évidemment, c'est rien par rapport à la totalité de l'étage qui en a drôlement de besoin. Est-ce que le fait d'avoir une campagne dédiée comme celle-ci devient plus facile quand vient le temps de faire des approches auprès des entreprises ou même de certains dons? Quand on est dans le monde de la philanthropie, quand on dit là, écoutez, on veut avoir de l'argent pour ce projet-là. Plusieurs aiment savoir concrètement à quoi va servir mon argent. Il y a 2 types de pensées. Il y en a pour qui, la confiance envers une cause est si grande et importante que, ils vont faire un don aux fonds généraux de la Fondation ou d'une autre ou d'un autre organisme. Et nous, on le gère au mieux que l'on peut en collaboration avec le conseil d'administration puis le CIS. C'est ce qu'on appelle nos fonds généraux. Puis, de là, à chaque année, on prend des décisions, comment on les investit cette année.
Par contre, il y en a qui aiment savoir concrètement, bien moi, mon argent va servir à financer l'achat de tel appareil ou, bien là, c'est la santé mentale. Moi, en philanthropie, souvent, les entreprises vont avoir des lignes directrices aussi, là, tu sais, vont choisir les créneaux. Des fois, c'est l'enfance, des fois, c'est les personnes âgées. La santé mentale en est un. Donc, plusieurs personnes vont choisir d'investir dans le projet de la Fondation parce que ça touche une de leurs cordes sensibles ou parce qu'ils vont voir concrètement le résultat là, d'un projet majeur réalisé, entre autres, avec leur argent. Est-ce que ça ne vient pas aussi toucher une corde sensible? Je prends l'exemple des 2 dons importants auxquels on fait référence. Bon, Pascal Baillargeon, qui est une des co-dirigeantes de l'entreprise familiale aujourd'hui, il dit, et avoue elle-même en entrevue, il dit, écoutez, moi, j'ai eu des ennuis de santé mentale, dépression et tout ça. Donc, ça vient me chercher. La famille qui est propriétaire de meubles Mobican dit, écoutez, on regarde la pandémie, beaucoup de nos employés ont été touchés de près ou de loin. Donc, est-ce que ça ne vient pas toucher vraiment une corde sensible auprès de certains entrepreneurs? Bien, je pense que la santé mentale touche tout le monde. Tous les gens que j'approche, quand on commence à parler de la problématique de santé mentale, puis c'est à différents niveaux, là, évidemment, les gens atteints d'une maladie sévère ou dans une phase aiguë de la maladie vont se faire hospitaliser, mais il y a tout un large réseau de soutien pour les de première ligne ou même en clinique externe. Tout le monde connaît quelqu'un qui a souffert de problèmes de santé mentale. Tout le monde a une histoire à se confier. Les entrepreneurs, ça touche direct. On a la pénurie de main-d'œuvre qui est un fléau ici à Saint-Jean et ailleurs. Mais en plus, quand on ajoute beaucoup d'épuisement ou de dépression, ou peu importe, les autres formes de problèmes de santé mentale qui s'ajoutent à la pénurie de main-d'œuvre, les entrepreneurs sont touchés par ça et veulent pouvoir contribuer à résoudre en partie puis à s'assurer de prendre soin de son monde. Est-ce que le fait d'annoncer publiquement 2 dons importants en provoque de nouveau? Autrement dit, parce que vous devez probablement être en prospection auprès d'autres entreprises, parce que là, le fait de voir que telle entreprise a donné tel montant, puis telle entreprise a donné tel montant, est-ce qu'il y a un effet d'entraînement qui se crée? Bien, c'est sûr que c'est un peu la stratégie derrière les communiqués de presse puis les annonces qu'on fait. T'sais. Évidemment, on veut reconnaître la contribution exceptionnelle de ces gens-là et on veut en inspirer d'autres par leurs témoignages. Et oui, ça a un effet souvent domino. Ce n'est pas les premiers qu'on annonce. Il y en a d'autres qui s'en viennent, mais évidemment, on en veut d'autres. Et des témoignages comme Pascal Baillargeon qui est venu se confier ici, puis en l'écoutant, j'ai dit, mon Dieu, c'est une excellente porte-parole de la Fondation. Et on n'a pas mis aucun mot dans sa bouche. Là. J'ai été très touchée là, d'entendre ce qu'elle avait à dire, mais c'est sûr que ça l'aide à en convaincre d'autres. Puis même dans le cas de Meubles Mobican, je prends cet exemple-là. C'est pas une grosse entreprise, mais c'est une entreprise de taille moyenne. Pour qui 50 000 c'est un majeur. Gros montant. Je comprends qu'il l'étale sur 5 ans, c'est 10 000 par année, mais même 10 000 par année dans l'opération comptable d'une entreprise, puis il pourrait décider de mettre cet argent-là ailleurs, décider de l'envoyer chez vous pour la santé mentale. C'est quand même des sommes importantes, mais c'est quand même les Anglais appellent ça un commitment, c'est un engagement très, très fort. Là. Tout à fait. Et eux, ça a été, tu sais, c'est pas une décision qui s'est prise. Je suis allée leur demander, ils m'ont dit oui sur le coin de la table. Ils ont réfléchi durant une année. C'est une décision de famille entre Patrick et ses fils, mais aussi leur femme et les employés. Lorsqu'on a annoncé la contribution, j'étais présente, c'était au dîner de Noël des employés. Oui. Écoute, les gens étaient vraiment touchés puis fiers de leur employeur parce que ça a un impact aussi. On parle toujours de l'enjeu de pénurie de main-d'œuvre. On veut prendre soin de notre monde, mais on veut aussi que les gens soient fiers de notre entreprise. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours un calcul. Est-ce que la cause qu'on appuie touche une majorité? Et je pense qu'au niveau de la santé mentale, c'est assez unanime. Donc, juste pour conclure sur le projet Bâtir ensemble en santé mentale, donc la Fondation s'engage à donner 2,5 millions sur 6 millions. De ce 2,5, à ce jour, vous avez combien de recueillis? Et on a presque la moitié. Presque la moitié. Ah oui, déjà? On a eu des dons majeurs. On a eu Desjardins qu'on a annoncé l'année dernière, Banque nationale aussi, la Corporation, Baillargeon, il y a eu le groupe Barrette aussi, Mobican. Fait que c'est sûr que là, ça monte vite.
Là, ça va être un petit peu plus difficile C'est tout le temps d'aller plus chercher difficile la deuxième moitié. la deuxième moitié. C'est sûr qu'on dédie des activités aussi, mais il faut qu'on... Tu sais, là, on sortait de la pandémie aussi, là. On était toujours en train de se réinventer puis se redemander comment on fait les choses. Là, il va falloir qu'on accélère un petit peu plus la collecte parce qu'on a pris la décision de s'engager en 2020, mais on va se le dire, en 2020, on n'allait pas cogner aux portes des entreprises. C'était pas le bon moment pour faire ça. C'était pas le disons. bon timing. Fait que là, on recommence. Bon, outre la santé mentale, quels sont les autres engagements de la Fondation pour 2022? Bien, c'est ça. À chaque année, selon l'année qu'on a fait puis les prévisions à venir, on s'engage. On veut toujours se garder un petit coussin, évidemment, puis on regarde les sommes qui sont disponibles. Et là, on s'est engagé, incluant le 500 000 qu'on donne annuellement pour le projet en santé mentale, à près de 1,4 million. Fait qu'on a toujours... On touche à toutes les installations du réseau de la santé, puis différentes sphères. Donc, par exemple, en CHSLD, annuellement, on donne toujours une enveloppe de 120 000 pour ce qui est, nous, on appelle ça le divertissement. Fait que c'est pour rendre les milieux de vie plus milieux de vie qu'hospitaliers, là. Donc, musicothérapie, de la zoothérapie, toutes sortes d'activités ou matériel de divertissement qui peut être acheté par les équipes de loisirs, mais aussi aménager des espaces thérapeutiques. Là, on est beaucoup, là, ils nous proposent souvent des concepts, ils appellent ça Snooze-Hélène. Fait que c'est vraiment de la thérapie par les sens. Donc, ils aménagent toutes les salles de bain avec de l'aromathérapie, des espèces de grands tubes lumineux avec des bulles, des chauves serviettes. Fait que là, on est beaucoup là, dans prendre soin des gens en CHSLD. Fait que ça, on a une enveloppe de 120 000, plus d'autres projets à la hauteur d'à peu près 40 000. Donc, le réaménagement de cuisine, par exemple, ou, tu sais, juste pour rendre ça plus beau. Parce que, bon, on sait que ne sont pas tous de l'année, nos CHSLD. On va avoir une belle maison des aînés. Donc, bref, on investit beaucoup pour nos aînés. On investit aussi des projets dans les CLSC, par exemple, projet de thérapie par l'aventure pour des jeunes en santé mentale. Ça fait quelques années qu'on finance ça, puis ça a tellement connu. On finançait un camp par année. C'est un espèce de projet pilote. Cette année, ils vont faire 4 camps durant l'année. Donc, ça, c'est des choses qu'on fait. Sinon, on achète aussi beaucoup d'équipements à l'hôpital. Là, au niveau du confort à l'urgence, on va investir dans des nouveaux bancs, des fauteuils pour les personnes âgées pour que ça soit plus agréable, les longues heures d'attente, tout ça. On achète... plusieurs équipements. Là, je ne pourrais pas faire toute la nomenclature, mais tu sais, des équipements de pointe. Mais on voit que ça touche à toutes les installations. Exactement. On est même à la maison de naissance, la ressource en soins palliatifs aussi. Dernière question. Par quels moyens allez-vous chercher ces revenus-là en 2022? Parce que les activités sociales ont été durement touchées par la pandémie. Donc, les sources de revenus, c'est quoi? Bien là, ça revient un petit peu. On ne revient pas avec, par exemple, notre soirée gastronomie où on est 500 dans une salle. Mais le défi Je bouge va être de retour cette année. Toujours, on va garder un peu ce qui existait durant la pandémie puis qui a bien fonctionné, des initiatives personnalisées, des gens qui mettent en place des défis pour ramasser des fonds, ça reste, mais on va revenir avec notre défi en présentiel, notre tournoi de golf toujours, la campagne Lumière d'hiver qui a connu vraiment un beau succès, bien, on la reporte encore, puis évidemment, bien, on a nos campagnes postales, de la sollicitation directe aussi qu'on fait. Julie Coupal, merci beaucoup. Bien, bonne merci, chance Éric, et bonne de continuité. l'invitation. Merci. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, un invité de marque cette semaine à Sport Express. Absolument, Yvan Ouellette, copropriétaire d'Actiform, qui revient tout juste des Jeux olympiques. Beau bonhomme en Lululemon, hein? Ben oui. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com.
Les activités culturelles reprennent, levée des mesures sanitaires pour le bien de nous tous et surtout des artistes qui ont dû taper du pied pas mal dans les 2 dernières années avec des calendriers un peu en dents de scie. C'est le cas de Brian Tyler, qu'on connaît bien dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, qu'on rejoint à l'instant. Salutations, bonjour. Salut Eric, ça va bien? Bien, ça va très bien, toi? Ben écoute, c'est sûr qu'avec les nouvelles les règles sanitaires qui vont changer, ben écoute, tout le monde attend après ça. Hey, dis-moi, ça fait combien d'années que tu as fait la voix? J'ai fait la voix en 2013. Première année, première émission. Wow, 2013. On est plusieurs années plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé dans toutes ces dernières années-là? Si on enlève les 2 ans de COVID, là, avant la pandémie, là, de 2013 à 2020, qu'est-ce que tu as fait? Ben écoute, j'ai enregistré mon dernier album de Best of. Puis, tout de suite après la voix, ben, je suis parti en tournée. Écoute, ça a super bien été. Une vague qui dure jusqu'aujourd'hui. Je trouve que les gens, ils se rappellent encore de moi. Bon, tu t'es trouvé une niche qui est vraiment la niche du blues. Même quand tu étais à la voix en 2013, c'était pas mal ce qui te caractérisait. C'était vraiment la couleur du blues. Et tu es vraiment resté dans cette talle-là dans les dernières années. Là. C'est vraiment ça que tu exploites au maximum. Oui, effectivement. Écoute, tu me connais depuis longtemps et puis tu sais que j'ai essayé toutes sortes d'affaires. Et à un moment donné, le blues est venu me ramasser par la gobette puis qu'elle m'a dit « Brian, c'est avec moi que tu restes. » Et puis, c'est vraiment le cas. Là. Bon. Là, dans les 2 dernières années, avec la pandémie, est-ce que tu as réussi quand même à avoir certaines activités, quelques spectacles? Bref, qu'est-ce que tu as fait dans les 2 dernières années? Bien, dans les 2 dernières années, j'ai fait plusieurs spectacles virtuels. Ouais. Et puis, j'ai fait même un levée de fonds pour un de mes amis qui avait pogné le COVID puis qu'il avait besoin d'aide. Et j'ai travaillé sur mon nouveau projet. Bon. Et ton projet, c'est quoi? C'est de nous raconter l'histoire du blues? Effectivement, je raconte de ma façon l'histoire du blues, de sa conception, des champs de coton, le début du blues dans les juke joints des plantations dans le temps de l'esclavage, passer à travers la bifurcation du blues vers le rock and roll et aller jusqu'au blues moderne aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant dans cette recherche-là? Parce que pour bâtir un spectacle, j'imagine que tu as dû regarder, tu as dû fouiller les affaires un peu. Qu'est-ce qui t'a surpris dans ta recherche? Bien, contraire à tout le monde, je dois remercier le COVID parce que j'ai eu 2 ans pour travailler à plein temps sur ce projet-là. Et puis, je pense que l'affaire le plus importante que j'ai trouvée, il faut voir le spectacle pour savoir ça, mais la richesse du blues, à partir de sa conception, le début du blues, et le fait que le blues devient l'ancêtre parrain de pas mal tout ce qui s'appelle musique. La puissance du blues et ses messages aussi, c'est vraiment... ça m'a beaucoup touché d'aller plus profond dans ce qui s'appelle le blues. Comment le blues a-t-il fait son entrée au Québec ou de quelle façon on a travaillé avec le blues au Québec? Bien, en fait, l'artiste qui a initié le Québec au blues, c'est Félix Leclerc, en fait. Lui, avec le Train du Nord, il a vraiment commencé ça. Et puis, notre ami Jerry Boulet et Offenbach, eux autres, ils ont vraiment fait naître le blues québécois et de nous faire goûter à qu'est-ce que c'est vraiment le blues québécois. Qui t'accompagne dans ce spectacle-là? As-tu des musiciens? Y a-tu des gens qui t'ont accompagné ou qui t'ont aidé dans
le démarrage et la création du projet? Bien sûr, pour la création du projet, en fait, ça fait environ 10 ans que j'ai l'idée de faire ce spectacle-là. Et puis, j'ai fait la gaffe d'en parler à mon agente. Et puis, elle m'a vraiment poussé vers l'initiation du projet pour arriver à qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Point de vue les musiciens, je travaille avec des musiciens absolument extraordinaires. À la base, j'ai Simon Daigle au clavier, Pascal Mailloux, qui est l'ancien claviériste de Marjo. À la guitare, j'ai Christian Martin, c'est ça. Au drum, mon drummer, c'est Bingo Delaurier, c'est l'ancien drummer de Bob Walsh. C'est vraiment, vraiment des musiciens. Je suis gâté. Bon, là, le spectacle est en rodage, si on peut dire. Là, une première représentation le 10 mars au Centre des Arts, la Petite Église à Saint-Eustache. Mais pour ça, ça va nous mener à la grande première qui va avoir lieu au National à Montréal le 9 avril prochain. Donc, est-ce que le rodage va bien jusqu'ici ou là, c'est vraiment votre première à Saint-Eustache qui va être la vraie première pour vous autres, là? Bien, Saint-Eustache va être vraiment un rodage. Ouais. Je dois avouer que pour la première fois de ma vie, je suis nerveux. J'ai jamais connu ça, être nerveux, avoir le trac. Pour la première fois de ma vie, je suis vraiment nerveux et excité. Écoute, j'ai travaillé extrêmement fort sur ce projet-là et c'est vraiment quelque chose. J'en ai fait plusieurs avant et puis je crois sincèrement que celle-là, c'est le plus de ma carrière. Avec, évidemment, cette grande première au mois d'avril à Montréal. Après ça, votre souhait, c'est de promener ce spectacle-là un peu partout au Québec. Donc, qu'est-ce que vous avez sur l'écran radar des prochaines semaines et des prochains mois? Bien, on a déjà une salle qui vient d'être confirmée à Longueuil. Les billets vont être en vente très bientôt. Ça, il faut que les gens suivent mon Facebook, le site internet brianandthebluestorm.com aussi pour avoir de l'information. Et on a aussi une campagne publicitaire sur Rouge FM qui va débuter bientôt aussi pour annoncer les dates. Okay. C'est sérieux. Bon. Pensez-vous venir dans la région de Saint-Jean dans la prochaine année? J'aimerais tellement ça, mais vraiment, vraiment. C'est malheureusement pas moi qui a le contrôle de où les spectacles sont bookés. J'ai une équipe qui s'occupe de ça. Mais mon équipe ils savent très bien que j'ai une bonne partie de mon cœur qui habite à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que il y a des bonnes chances. Parce que là, ce qui est un peu difficile dans le monde du spectacle, c'est qu'il y a tellement eu de spectacles qui ont été reportés, que là, on se ramasse avec des plages horaires qui sont hyper remplies. Fait que quand tu arrives avec un nouveau projet, des dates, en tout cas à court terme, il n'y en a pas tant que ça. C'est compliqué. Là. Oui, effectivement, c'est compliqué. Par contre, comme j'ai expliqué plus tôt, ça fait quand même 2 ans qu'on travaille très fort sur le projet. J'ai jamais perdu espoir que ça reprendrait. Alors, on commençait à faire des recherches pour des salles, ça fait quand même un bon bout de temps. On a une stratégie qui est quand même assez bien placée pour les différents endroits pour pouvoir présenter le spectacle le plus près des gens possible, le plus étendu possible pour que tout le monde ait la chance de participer. Bon, en terminant sur le plan artistique, ça fait quand même quelques années que tu roules ta bosse. Est arrivé évidemment La Voix en 2013. On est en 2022 aujourd'hui, donc ça fait 9 ans. Là, tu as ton spectacle. Oui. Tu dis tantôt, là, je suis vraiment nerveux pour la première fois. Mais pour toi, c'est vraiment comme l'atteinte d'un but ultime, ce spectacle-là, pour te révéler dans le blues? Oui. Il y a quand même des éléments assez importants, personnels, qui sont incorporés dans le spectacle.
je me suis vraiment donné à cœur joie pour présenter vraiment le spectacle que j'ai le goût de présenter. Alors, c'est sûr que je commence à avancer en âge, rendu à 60 ans. On voit pas la fin, mais on voit un peu l'urgence de présenter les choses qui attendent depuis longtemps. Puis en même temps, on va se dire les vraies choses. L'offre musicale en blues, il n'y en a pas tant que ça. Là. Je veux dire, des artistes qui nous offrent du blues, là, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Là. Non, c'est vrai. Écoute, ici au Québec, c'est un peu plus difficile parce que au Québec, il n'y a même pas de reconnaissance pour les artistes de blues. Il n'y a pas de catégorie blues à la disque, fait que ça devient beaucoup plus difficile puisque les radios suivent les tendances de la disque, les vendeurs de CD suivent la tendance de la disque. S'il n'y a pas de catégorie blues à la disque, c'est sûr que ça devient autrement plus difficile pour les artistes de blues. Mais on est une gang de passionnés. Fait qu'on est là depuis longtemps et pour longtemps. L'histoire du blues avec Brian Tyler. Donc, surveillez les médias sociaux pour avoir connaissance des dates de spectacle. Qui sait, ça va s'arrêter un peu partout au Québec et sur la rive sud de Montréal et peut-être même à Saint-Jean, qui sait. Merci beaucoup. Bonne chance, Brian. Merci beaucoup, Éric. Reste avec nous. On vous revient tout de suite après ceci. Le brunch de la mairesse qui devait se tenir dans le temps des fêtes au profit de la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean avait été annulé en raison des mesures COVID de l'époque. Mais là, le brunch, finalement, Mme la mairesse voulait le tenir absolument. Il est reporté le 10 avril. Donc, si vous possédez des billets, ils sont toujours bons. Et il y a probablement des places disponibles. Donc, vous pouvez acheter des billets sur le site Internet de la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean. À demain.